Bonjour à tous les participants. Et donc, moi, je suis Marie Rabansky, hein, directrice de recherche en sociologie politique au CIRAD, dans l'UMR Ardève. Et donc, pour certains d'entre vous, on s'est déjà rencontrés euh, au quorum l'été dernier pour aborder la difficile, la délicate question de la place des négociations agricoles dans les négociations climatiques. Et donc, une partie du webinaire, en fait, va revenir sur la place de ces questions agricoles dans les négociations climatiques. Pourquoi? Afin d'essayer de mieux réfléchir ensemble à la façon dont nous, en tant que chercheurs, on peut essayer d'influencer, de se positionner dans ces négociations internationales. Et puis ensuite, il y aura un deuxième temps où on réfléchira ensemble euh, à notre place dans les interfaces à l'échelle nationale. Et puis ensuite, à travers l'exemple des assurances indicielles au Sénégal, on réfléchira ensemble aux difficultés, aux limites liées à la mise en œuvre des politiques agricoles climatisées, notamment au sud. Donc voilà un petit peu le programme. Alors je vais essayer pendant cette heure et demie de webinaire eh bien, de vous proposer de prendre la parole hein, assez régulièrement pour qu'on réfléchisse ensemble aux expériences que vous avez déjà pu avoir dans éventuellement des interfaces sciences politiques dans lesquelles vous avez été amené eh bien, à produire des savoirs, à diffuser vos savoirs scientifiques dans des interfaces qui ne sont pas celles dans lesquelles on est spontanément amené à présenter nos recherches, pour essayer de voir eh bien, quelles difficultés on peut rencontrer lorsqu'on intervient dans les interfaces sciences politiques et quelles expériences vous avez eues. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre la parole régulièrement, à me poser des questions afin de rendre le webinaire le plus dynamique possible. Attendez, alors ça marche plus. Ça marchait. J'arrive plus à passer mes slides. Là, on voit la première pour l'instant. Voilà. Ouais, Alors c'est les bon. objectifs du webinaire. Oh, il y en a 5. D'une part, acquérir des repères sur la place des questions agricoles dans les négociations climatiques, comme je vous le disais. Et on va voir en fait hein, que dans ces négociations climatiques, la place de la science et des savoirs scientifiques est déterminante. Ce sont les savoirs scientifiques qui ont cadré en partie la façon dont a été pensée la place des questions agricoles dans les négociations climatiques. Donc le premier objectif, acquérir des repères sur la place des questions agricoles dans les négociations climatiques. Deuxième objectif, comprendre les interactions sciences politiques dans ces négociations. Troisième objectif, identifier les processus par lesquels les chercheurs comme nous pouvons essayer de nous impliquer dans ces négociations internationales. Quatrième, comprendre la complexité de la climatisation des politiques agricoles à l'échelle nationale cette fois. Et le cinquième, comprendre les difficultés liées à la mise en œuvre des politiques. Pour commencer, le plan, je vous l'ai déjà présenté, international, national et mise en œuvre. C'est d'essayer de revenir sur ce que je vous avais présenté en partie l'été dernier pour qu'on ait un peu le même niveau de connaissance en commun, pour essayer de comprendre comment s'est fait donc l'intégration des enjeux agricoles dans les négociations climatiques et les enjeux des interfaces sciences politiques pour l'agriculture et le changement climatique à l'échelle internationale. Juste pour rappeler, il faut avoir en tête donc, que la Convention climat, hein, vous le savez bien sûr, elle a été signée en 1992, en même temps que la Convention désertification et la Convention biodiversité, et que pendant les débuts de cette Convention climat, donc de 92 à 2005, eh bien, les questions agricoles n'ont pas été traitées, en tout cas pas été traitées directement, pardon, dans la Convention. En fait, et c'est vraiment un paradoxe, puisque vous savez, hein, le dernier chiffre de GIEC, hein, du GIEC de 2022, c'est 37% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des systèmes agricoles et alimentaires. Et pourtant, en 1992, ces questions ont vraiment été sorties de la Convention parce qu'ils ont été considérés comme des enjeux trop politiques, trop compliqués. Les questions liées au commerce agricole à cette époque-là étaient abordées au sein du GATT, puis de l'OMC. Et donc, on les a sorties de la Convention en estimant qu'elles étaient trop conflictuelles et on a focalisé sur les questions d'atténuation
Et donc, c'est uniquement sous l'angle en fait des forêts que les questions liées au secteur des terres ont été abordées pendant cette première période. Le secteur AFOLU d'ailleurs, hein, vous savez, AFOLU, c'est Agroforestry, Forestry and autres usages, n'existait pas, cette catégorie n'existait pas jusque dans jusqu'au début, milieu des années 2000. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête pour comprendre comment ensuite on a essayé de penser en synergie, atténuation et adaptation, mais au départ, dans les années 90, on ne parlait que d'atténuation. Alors ça va changer un petit peu, hein, puisque au cours des années 2000, à la faveur de plusieurs dynamiques, de trois dynamiques en fait, les questions agricoles vont être mises à l'agenda. Il faut avoir ça en tête également pour comprendre comment a été cadrée dès le départ la question agricole dans ces négociations. En fait, au milieu des années 2000, le secteur agricole a été particulièrement stigmatisé, dans la mesure où on a estimé que ce secteur était responsable, gros émetteur de gaz à effet de serre, de CO2 et de méthane. Il y a eu un rapport qui est allé dans ce sens, un rapport très connu hein, de la FAO, la Stock Long Shadow, qui met en avant le chiffre de 29%. 29% des émissions mondiales de GES, en incluant la déforestation, euh, proviennent du secteur de l'élevage, de l'agriculture plus largement et de l'alimentation. Et les titres hein, à cette époque des journaux, c'est plus que les transports. Alors que parlait beaucoup de l'impact des émissions de GES du secteur du transport, eh bien, ce chiffre amené par un rapport de la FAO est bien plus élevé et montre la responsabilité du secteur agricole, du secteur de l'élevage, de l'alimentation dans les émissions de gaz à effet de serre. Dans la foulée, il y a même Rajan Pachadevri, qui est présidente du GIEC, qui appelle même à un régime végétarien en disant que une des solutions à privilégier, c'est bien celle-là, c'est diminuer la consommation de viande parce que le secteur de l'élevage a un impact extrêmement important sur les émissions de gaz à effet de serre. Pardon. Donc vraiment, dans les années 2000, milieu des années 2000, il y a une stigmatisation du secteur agricole. Le secteur agricole est perçu comme un problème parce que secteur particulièrement émetteur. On a ce style de carte qui circule à cette époque. Donc on voit bien les émissions euh, de GES issues du secteur de l'élevage avec bah, les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil et de façon un peu moindre, une partie de l'Afrique centrale notamment, et de l'Europe. Donc, l'agriculture, secteur émetteur. Alors, très rapidement, les organisations professionnelles, la FAO et beaucoup de scientifiques qui travaillent sur les questions agricoles vont essayer en fait de rectifier le tir pour recadrer la question en estimant que certes, l'agriculture peut contribuer à des émissions de gaz à effet de serre et ce de façon importante, mais l'agriculture peut aussi contribuer à la réduction des gestes dans la mesure où c'est un secteur qui, par rapport à d'autres secteurs, a un potentiel particulièrement élevé de réduction de ses propres émissions et le GIEC estime à 75% la capacité du secteur agricole à pouvoir diminuer ses émissions. Et puis, ces organisations internationales, ces scientifiques, ces organisations professionnelles agricoles estiment aussi que l'agriculture peut non seulement avoir un rôle en termes de solution à apporter au changement climatique, mais aussi c'est une des principales victimes du changement climatique. Et donc là, avec cette carte, eh bien, euh, l'idée que l'agriculture va particulièrement être impactée par les effets du changement climatique est mise en avant. Et donc, on sait bien, hein, c'est les zones tropicales, le bassin méditerranéen, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et centrale, qui vont être particulièrement touchées par des risques extrêmes, sécheresse, inondation notamment. C'est dans ce cadre, et donc on arrive petit à petit à notre sujet, que eh bien, des solutions vont être apportées en estimant eh bien, que l'agriculture
est certes émettrice de gaz à effet de serre, mais c'est aussi une solution et c'est aussi une victime. Et donc c'est dans ce cadre euh, également que la thématique de l'adaptation au changement climatique va s'imposer au milieu des années 2000. Et il va y avoir, à la faveur de cette dynamique, une multiplication des publications de la FAO en 2008, 2009 et suivantes, euh, en faveur d'un concept que vous connaissez bien, c'est le concept de Climate Smart Agriculture, le CSA, agriculture intelligente face au climat, climato-intelligente, qui vise à essayer de penser en synergie, adaptation, atténuation et sécurité alimentaire. Et donc ce concept, qui se présente comme un concept scientifique, qui est promu donc par la FAO et notamment sa division agriculture et développement économique, eh bien, est présenté donc comme un concept scientifique qui doit permettre de penser de façon simultanée ces trois enjeux, atténuation, adaptation et sécurité alimentaire. À côté de l'émergence de ce nouveau concept scientifique, des concepts scientifiques déjà existants vont être recyclés pour essayer d'appréhender de façon conjointe les enjeux agricoles et les enjeux climatiques. Je pense au concept d'agroécologie ou encore de nature-based solution, si là c'est un nouveau concept, ou encore de 4 pour 1000, qui sont des concepts qui se présentent comme des concepts scientifiques et qui visent à cadrer d'une certaine façon les questions agricoles en lien avec les enjeux du changement climatique et à proposer des solutions. Vous voyez bien que là, on est vraiment à cheval entre la science et le politique, car ces concepts ne sont pas neutres et techniques, mais ils sont bien porteurs de cadrages politiques différents. Par contre, ils visent tous à penser conjointement les enjeux agricoles et climatiques. Ces concepts et ces solutions proposées pour affronter les enjeux climatiques et agricoles vont rencontrer un écho assez important dans la mesure où ils arrivent dans un contexte qui est particulièrement perméable à un renouvellement des cadrages sur l'agriculture et le changement climatique. En effet, comme je le disais tout à l'heure, il y a une montée en puissance des questions d'adaptation et qui va aboutir à vraiment un succès sous la pression des pays en développement qui sont les premiers impactés par les effets du changement climatique. Et bien, la question de l'adaptation va s'imposer, c'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir penser l'atténuation sans l'adaptation. À partir de la fin des années 2000, il faut penser conjointement adaptation et atténuation. On peut également rappeler qu'à cette époque, les négociations sur le commerce des produits agricoles à l'OMC n'aboutissent pas, c'est un échec. Il y a aussi l'échec de Copenhague à la COP de 2009 également, la crise alimentaire de 2008. Tout ça va faire qu'il y a vraiment un contexte politique renouvelé, ce qui va être particulièrement favorable au succès, euh, notamment de la notion de climate smart agriculture pour essayer de repenser les questions agricoles et les questions climatiques. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rapport entre science et politique pour nous, chercheurs? Parce qu'on voit bien qu'on est vraiment dans une dynamique entre science et politique. Les résultats qui sont proposés sur Climate Smart Agriculture ne sont pas neutres. Ils sont bien utilisés dans un champ scientifique et politique afin de proposer un cadrage particulier de la question et de proposer des solutions particulières aux questions posées. En effet, si on regarde cette notion de Climate Smart Agriculture, bon, elle est née, comme je vous le disais, à la FAO en 2009. Elle va être proposée à la conférence de l'A l'AE par le gouvernement néerlandais en 2010. Il va y avoir tout un tas de publications, vous le voyez ici dans mon petit graphique, qui vont émerger à partir de 2011. Il va y avoir une progression exponentielle des publications scientifiques sur Climate Smart Agriculture. Si on regardait les dernières années, depuis 2020-2021, eh bien, par contre, il y a une régression des publications sur Climate Smart. C'est intéressant. Mais en tout cas, au début des années 2010, pardon, l'idée, c'est bien d'articuler les savoirs scientifiques produits sur les questions agricoles et climatiques aux besoins des décideurs politiques.
Et à la suite de la conférence de La Haye de 2010, deux processus ont émergé, l'un dit politique, l'autre scientifique, mais en fait, dans les faits, cette dichotomie ne fonctionne pas. Il y a vraiment une étroite imbrication entre scientifique et politique. Il va y avoir un engouement en faveur de la notion de climate smart dans les arènes scientifiques. Il va y avoir un enchaînement de conférences en faveur de la climate smart, hein. Il y a l'Université de Davis qui fait sa conférence sur climate smart euh, en 2013. 2015, c'est à Montpellier. 2017, il me semble que c'est en Afrique du Sud. Et donc, il va y avoir un nombre croissant de participants jusqu'à 2015, 2016, 2017 en faveur de ces conférences de type Climate Smart. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que la promotion, le succès de cette notion de Climate Smart Agriculture va être particulièrement freiné à partir des années 2015 et les suivantes. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir la GACSA qui va être lancée en 2014. Qu'est-ce que c'est que la GACSA? C'est la Global Alliance for Climate Smart Agriculture, et donc qui est une alliance qui est favorable à la promotion de la Climate Smart Agriculture et qui va être promue en fait par le secteur agro-industriel privé, par l'agrobusiness en fait. Donc cette notion qui se voulait à cheval entre science et politique, en fait, va être fortement appropriée par le secteur agro-industriel privé. Et de ce fait, la notion va être contestée par une partie de la société civile, par les tenants des scientifiques qui promeuvent l'agroécologie et les ambitions scientifiques de la notion de climate smart agriculture vont être de plus en plus contrariées. En effet, de nombreuses critiques vont être émises quant à la robustesse de la notion de climate smart agriculture, en expliquant que la climate smart agriculture est d'une part aux mains de l'agrobusiness et de deux, promet principalement des solutions techniques, technosolutionnistes pour répondre aux enjeux du changement climatique et de l'agriculture. D'ailleurs, la conférence de 2017 de Johannesburg sur la Climate Smart Agriculture va être durement impactée par ces critiques. Il va y avoir vraiment des doutes sur la notion de CSA. Et aujourd'hui, on peut presque dire que la notion de Climate Smart Agriculture est quasiment sortie du champ académique, stricto sensu. C'est-à-dire qu'il y a des conférences qui continuent d'être organisées, hein. D'ailleurs, il y a une conférence en 2024 qui va avoir lieu en Inde, mais ce n'est plus une conférence scientifique, c'est une conférence qui est portée par l'industrie. Et donc, ce qui est intéressant de voir dans cette dynamique, c'est qu'au départ, c'est un concept qui est présenté comme un concept scientifique et qui, finalement, vient du champ politique, puisque la FAO, c'est quand même un acteur politique. Des scientifiques vont promouvoir la notion de climate smart et puis la notion va ensuite être appropriée par l'agrobusiness. Et aujourd'hui, la notion de climate smart agriculture est quasiment sortie du champ académique pour ne plus être qu'une notion qui est une notion politique parce qu'elle promeut principalement des solutions techniques technosolutionnistes. Donc cette trajectoire de la notion de climate smart agriculture atteste de l'imbrication étroite entre des savoirs scientifiques et des trajectoires politiques. Si on regarde ce qu'il s'est passé du côté de la notion d'agroécologie, elle aussi se présente comme une notion euh, scientifique, qui est une notion quand même qui vient aussi de la mobilisation des mouvements paysans dans les années 20, mais qui aujourd'hui quand même s'est imposée comme une notion également scientifique. Et bien elle aussi, elle s'est emparée des questions du changement climatique, hein. On le voit avec les publications qui vont émerger au cours des années 2010 sur agroécologie et changement climatique. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment une tension, notamment au sein de la FAO, entre la climate smart agriculture et l'agroécologie. Et alors que la FAO se considère comme un neutral player, c'est-à-dire que normalement la FAO est censée être neutre, hein, eh bien beaucoup de reproches lui sont faits dans la mesure où la FAO a participé à la GACSA en 2017 euh, euh, et est un des premiers promoteurs de la climate smart agriculture, même si aujourd'hui elle se fait beaucoup plus discrète sur la question.
Et puis en même temps, la FAO, eh bien, a organisé le symposium 2018 sur l'agroécologie et les suivants, propose des initiatives comme TAPE, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, donc Tool for Agroecology Performance Evaluation. Et donc, il y a un peu cette ligne de crête de la FAO qui ménage un peu la chèvre et le chou, alors même que les solutions promues par Climate Smart Agriculture ou par agroécologie sont difficilement conciliables. Donc il y a vraiment des tensions, tant dans les communautés politiques que dans les communautés scientifiques, entre un pôle tourné vers des approches technicistes, ferme verticale, climate smart, biotechnologie, et de l'autre, un pôle qui prône une adaptation pardon, plus systémique, plus proche de l'agroécologie, qui promeut aussi des réformes du commerce international liées notamment au commerce alimentaire et qui promeut au contraire des circuits courts, de la lutte contre le gaspillage, etc. Donc il y a vraiment une tension entre ces deux pôles et qui s'exprime via des notions scientifiques. Et donc forcément, nous, en tant que chercheurs, eh bien, on est pris dans ces jeux qui sont à l'interface entre science et politique. Alors, en tant que chercheur, on peut dire, bien sûr, hein, qu'il ne s'agit pas d'opposer ces deux pôles, que bien sûr, des innovations techniques sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Et là, je m'appuie sur les travaux du GIEC de 2019, hein, du rapport sur les terres, qui explique qu'il faut une réforme systémique. Donc, des innovations techniques ne seront pas suffisantes. Donc, je voulais partager ça avec vous pour montrer à quel point nous, en tant que chercheurs, on est euh, dans, directement impliqués, on participe à ces jeux qui sont à l'interface entre science et politique.